Leaders. Sirmei Chameri, être décoré de l'Ordre de la République un 10 décembre et par Béji Qaïs Sebsi. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente d'abord le 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, et 70e anniversaire de cette journée mondiale des droits de l'homme. Ça représente la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux pactes et traités afférents aux droits humains qui sont venus après la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un ensemble de textes de référence essentiels pour consolider l'action en faveur des droits de l'homme et l'action des militants défenseurs des droits de l'homme. Et donc c'est une date importante. Sans fétichisme, c'est une date importante. Alors, vous me dites la République et c'est le Béji. Moi, je pense que j'ai été honoré par la République. Et je suis de ceux qui croient beaucoup en la République. J'ai d'ailleurs collaboré récemment à un livre intitulé « Vive la République ». Tout à fait. Sous la conduite de Kamel Jendoubi. Voilà, sous la direction de Kamel Jendoubi. Oui. Il reste que les festivités ou les commémorations ne suffisent pas. Il y a deux éléments qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que les commémorations doivent être suivies des faits au quotidien, allant dans le sens du respect des textes de référence. Hein? Quand on parle de la torture, par exemple, il faut en même temps militer dans le cadre des structures multilatérales des Nations Unies contre la torture, mais en même temps s'efforcer d'éradiquer, si possible, mais en tout cas de limiter les effets et les agissements qui vont dans le sens du maintien du système de torture. Et ça n'est pas une chose facile. Ça, c'est un premier élément. Oui. Deuxième élément, il ne suffit pas de se réclamer de ces textes de référence et de les mettre en avant. Encore faut-il s'insurger ou être très vigilant en ce qui concerne l'idée, la notion d'universalité. Il y a un certain nombre de pays, un certain nombre de gouvernements qui mettent en avant leur attachement aux droits de l'homme, mais qui mettent en avant aussi la spécificité de leur pays ou de leur culture pour contrecarrer les effets de ces textes de référence. On vient de voir cette régression dans certains pays européens. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On le voit bien, le tollé actuel concernant le pacte sur les migrations est inadmissible. Bon, ça rentre dans ce cadre-là. Les gens qui essayent, sous couvert de fidélité à l'islam, par exemple, de remettre en cause, dans les faits, la référence aux droits humains et aux documents fondamentaux, aux références fondamentales des droits de l'homme, procèdent de la même démarche. Donc il faut, faire en sorte que, ici et maintenant, les éléments en question soient respectés, soient mis en œuvre, et deux, il faut à tout prix éviter de tomber dans le panneau de la mise en avant de la question de la spécificité. Tout à fait. Donc, 10 décembre, 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 10 décembre, c'est la République qui vous honore. 10 décembre, vous avez retrouvé un compagnon de longue date à Carthage. Oui, oui, d'une certaine manière. Il me l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit au moment où il m'a décoré. Il m'a dit, je sais combien vous avez subi, souffert, été torturé, etc. Et il le savait, il était bien placé pour le savoir. Et je dois dire que moi, à partir des années, à la fin des années 80, le début des années 90, j'ai eu des rapports épisodiques de temps en autre avec Sidi Béji, et je pense qu'il a eu le mérite d'éviter de trop s'engager à l'époque, hein, dans le système Ben Ali. Il aurait pu, même si Ben Ali se méfiait un peu de lui, il aurait pu effectivement continuer sa carrière dans le cadre
ne serait-ce que des affaires étrangères, parce que c'est un très bon diplomate. Il ne l'a pas fait et c'est tant mieux. Bon, maintenant, la situation actuelle, c'est un autre débat. Tout à fait. Et vous avez dit que vous avez beaucoup souffert. Pourquoi vous avez refusé de siéger au sein de l'instance Vérité-Dignité? Il y a deux choses. La première, c'est que, personnellement, je suis contre le fait que des gens comme moi, c'est-à-dire à un certain niveau, même si on nage pas dans l'aisance matérielle, réclament réparation. Des réparations. D'ailleurs, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas déposé de dossier, vous n'avez pas réclamé réparation. En tout état de cause, moi, je suis pour la limitation des réparations aux gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de faire face, des familles, des régions entières, où il faut donner la priorité aux plus déshérités, aux plus... Vous avez gardé en mémoire cette image du jeune incorporé pendant le service national dans ce petit village du nord-ouest, Galia, où les enfants pauvres viennent du voisinage, viennent avec des petits seaux des boîtes de tomates, oui, récupérer le reste de la soupe des soldats. C'est terrible. C'est terrible. Vous avez gardé cette image en tête et aujourd'hui vous dites par décence, par il y a des priorités. Si abnégation. Il y a des priorités. Oui. La priorité doit être donnée aux victimes des atteintes systématiques aux droits de l'homme qui sont, non pas dans le dénuement, mais qui sont dans le besoin. Tout à fait. Le besoin. Deuxièmement, pour ce qui est de l'instance, personnellement, je n'en parle pas a posteriori, mais sincèrement, j'ai été très réticent sur certains points de la loi. Elle-même. La justice transitionnelle, de la loi elle-même. Oui. Je pense qu'elle a été conçue dans un esprit de surenchère, à un moment donné, et que, à l'époque, c'était Samuel Dilo, qui était ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a pris en charge la préparation de ce texte de référence important. Mais malgré ça, j'ai dit, il vaut mieux ça que rien du tout. Oui. Et de l'intérieur, on pourra peut-être limiter, changer les choses. Et malheureusement, j'ai découvert que les choses sont très mal parties dès le départ. Sur les 15 membres qui ont été choisis, qui ont été cooptés, et puis élus, sur les 15, 9 appartiennent ou sont sympathisants de Nahda et du CPR. Et je pense que c'est une proportion qui reflète une certaine réalité politicienne de l'époque, mais qui n'est pas conforme à ce que je peux attendre personnellement d'une instance ce genre. Vous l'aviez déjà anticipé? Oui, non, mais je m'en suis rendu compte. On a fait des rencontres pour se connaître et on essaie de savoir qui est qui. On n'avait pas démarré, c'est pas encore la première réunion. Tout à fait, oui. Et j'ai découvert à ce moment-là cette répartition partisane et le caractère partisan qu'allait prendre ce débat. À ça s'est ajouté le fait que personnellement, je pense que la présidente qui a été choisie, pas la NAL, il faut être très clair, et j'en ai la confirmation, n'était pas la personne la plus indiquée. Dans d'autres pays où il y a eu ce processus, oui, on a choisi des gens, comme Delis Ben Zekri, comme Edmond Toutou, des gens qui avaient un profil plus consensuel. Et ça, c'est important. On ne peut pas être dans le clivage systématique et dans les prises de position systématiques et en même temps vouloir s'engager dans cette voie. Khmei Chameri, parmi les images que ceux qui sont de votre génération gardent en tête, cette fameuse réunion à la maison Tunisie en 1964, ce grand débat avec Ahmed Ben Salah. Il y avait qui avec vous ce jour-là, parmi les jeunes étudiants à l'époque? Pas mal de gens. Le groupe Perspective, les fondateurs du groupe Perspective naissant, oui, dont Mohamed El-Sharfi, oui, Rachid Slim, etc. C'est-à-dire des gens qui ont construit ensuite Perspective. Et puis ce que j'ai dit à ce moment-là, c'était pas très méchant, je veux dire, c'était à la manière d'un jeune de l'époque, etc. Et je sais que l'intéressé, c'est ça là, m'en a beaucoup voulu à la suite de ça, parce qu'il a trouvé que c'était excessif, etc. Mais c'est dans les mois qui ont suivi
que c'est constitué perspective. Et ce n'est pas le fait du hasard. Oui. De votre emprisonnement à Bojroumi, qu'est-ce que vous gardez le plus aujourd'hui? Des situations difficiles. Des situations difficiles. La cohabitation n'était pas chose aisée. Les clivages politiques ont joué, parce qu'à l'époque, on était sur une frange des détenus qui étaient sur des positions ultra. Vous aviez quel âge à l'époque? Je devais avoir 68, donc 25 ans, 26 ans. Et qui était avec vous en prison? Ah bon? Oui. Ça dépend des périodes. Il y a eu une période où on était en cellulaire, en quartier cellulaire à Tunis, à la prison civile de Tunis, et j'ai eu comme camarade de cellule Rachid Chebbi, Oui. qui a joué, sans le vouloir, un rôle important parce que ça m'a permis de faire une plaidoirie en arabe absolument extraordinaire, parce qu'il m'a aidé à la mettre en forme, hein, à la veille du procès. Et puis ensuite, on a été un certain nombre de gens. On était répartis entre ceux qui avaient 10 ans, condamnation de 10 ans davantage, plus, 11 personnes qui étaient à part, et ceux qui étaient entre 1 et 3 ans. Très bien. Hein? Bon. Mais parmi les souvenirs que je garde aujourd'hui, mais outre l'épreuve personnelle et les relations avec... Vous en gardez aujourd'hui les séquelles? Mes camarades, oui. Les séquelles, c'est venu à la présidence civile de Tunis. C'était une autre occasion. Sou Ben Ali. Oui. Parce que vous êtes un récidiviste. Oui. Mais ce que je garde comme souvenir, ça a été le fameux jour où l'agent Corvéard, hein, qui était de Corvée, s'appelait Hamma, est venu nous dire ils vont faire monter les gens du complot. Et donc on s'est arrangé pour monter sur les épaules des uns des autres et pour voir ce qui se passait. Et les gens du complot, on les a montés à ce moment-là, ils étaient dans la cave. Oui. Ils étaient d'abord à Ankojmel. Correct. Terrible, Ankojmel, oui. Parce que après c'est devenu un truc, une champignonnaire, hein, tellement l'humidité, dans l'obscurité. Et là, dans la cave, ils sont remontés. Ils ne pouvaient pas faire face à la lumière du jour. T'es obligé de cacher leurs yeux parce qu'ils ne pouvaient pas affronter la lumière du jour quand ils sont remontés. C'est terrible. Il y avait parmi eux un certain Matri, dont on connaît l'évolution par la suite. Tout à fait. Deuxième épreuve de prison sous Ben Ali, c'était début des années 80. Oui. Non, c'était d'abord Ben Ali au ministère de l'Intérieur. Oui. Hein, 90, pardon. Oui, avant. Donc c'était 80, il y a eu 86, 87. Oui. 86, 86, et il y a eu 95, 96. Tout à fait. Voilà. Ahmed Chameri, aujourd'hui, 2019, vous êtes un analyste politique. Oui. Vous connaissez bien l'histoire du pays et vous pouvez anticiper sa trajectoire. Comment vous voyez 2019 en Tunisie? Je suis préoccupé et inquiet. Parce que l'émiettement, l'extrême division et l'émiettement des forces politiques fait que les prochaines élections, si elles ont lieu, et j'espère qu'elles auront lieu, parce qu'on n'a pas le choix, une échéance a été fixée, une décision, c'est constitutionnel, et donc le risque, c'est d'affronter ces élections, cette échéance importante, dans une extrême division, et avec les islamistes d'un côté et le reste des formations très divisées et émiettées. Ça ne veut pas dire que les islamistes n'ont pas leurs problèmes. Ils ont un problème, mais ils ont une façon de les dépasser qui est liée à l'idéologie religieuse et des trucs. Par contre, les autres, c'est une extrême division. Et dans une situation économique, sociale très préoccupante. Les indicateurs aujourd'hui économiques sont pour l'essentiel au rouge. Beaucoup de gens ne savent pas que vous êtes économiste, oui, financier de formation, en plus du sociologue. Oui, sont au rouge et c'est préoccupant.
Et je veux dire, l'appui du FMI, d'abord, est conditionné. Et deuxièmement, il n'est pas sans fin, il a des limites. Hein. Et par conséquent, on peut glaner ici et là des soutiens des Émirats, du Golfe, etc., ou autres, mais ce n'est pas ça ce qui va faciliter. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une confrontation que je déplore pour ma part, parce qu'elle est à bien des égards surfaite, hein, entre les autorités, le gouvernement, l'exécutif et la centrale syndicale. Et cette surenchère, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, est en train d'atteindre un seuil très difficile à accepter. Donc la conjugaison de tous ces éléments font que si dans les mois qui viennent, les tout prochains mois, il n'y a pas une volonté de redressement de la situation, pour tenter de regrouper les forces modernistes et progressistes, pour tenter de faire face, sans exclusion, faire face au pôle islamiste, la situation risque d'être très préoccupante. Qui peut l'entreprendre? Qui est aujourd'hui capable de l'entreprendre? On bute là sur les fameux égos. Le tout à l'ego, j'ai appelé. Hein? Tout à l'ego. Il y a trop d'ego entre les différents. Et j'en parle à l'aise, je ne suis pas partie prenante. J'ai estimé que, à partir de 75 ans, j'ai estimé que c'est peut-être un peu tôt pour certains hommes politiques. Pour moi, en tout cas, c'est la limite. Je ne suis plus dans la politique active. Hein. Et donc, je ne suis pas concurrent d'un certain nombre de gens qui pourraient tenter ce pari et qui devraient tenter ce pari. Mais j'observe que parmi ces gens-là, dont un certain nombre sont mes amis, il y a une très grande difficulté à dépasser l'ego. Et c'est un problème qui va plus loin que les divergences politiques ou idéologiques. Prenons l'échiquier tel qu'il est actuellement, le paysage politique, et voyons quels sont les problèmes de divergence politique et idéologique. C'est très limité. Le Front populaire, par exemple, en son sein, il y a plus de divergences qu'il n'y en a avec d'autres partenaires. Donc s'ils ont pu résoudre les problèmes en leur sein, ils peuvent résoudre les problèmes avec les autres partenaires. Tout à fait. Voilà. Est-ce que la gauche a encore sa place en Tunisie et un rôle à jouer? Moi, je veux dire que le problème de la gauche, c'est que sentimentalement, hein, moi je me sens... Une nostalgie de gauche. Une nostalgie de la gauche. Mais traduit en termes politiques, ici et maintenant, d'aujourd'hui, c'est le respect des libertés et des droits de l'homme. Ça, c'est un élément essentiel, et seuls des gens de gauche pourraient mettre en avant, de façon crédible, un jour ou l'autre, cette revendication. Hein. Et puis, le choix moderniste. Alors, des pas ont été réalisés sur ce plan. Oui. Je veux dire que, entre autres, mais il n'y a pas que ça, mais la loi sur l'égalité successorale et le débat sur le colib, oui. Moi, je ne minimise pas la chose. J'estime que c'est important. C'est vraiment important. Mais maintenant, il faudra voir dans la réalité ce que ça va donner. Mais c'est un choix qui n'a été possible que parce qu'il y a des gens qui ont une base de formation progressiste et de gauche. Absolument. Vous avez utilisé cette phrase célèbre maintenant, tout à l'ego et tous à l'ego. Ils ne risquent pas d'être un jour tous dans les égouts? J'espère ne pas être un oiseau de mauvais augure. Et j'espère que non, parce qu'il y a un certain nombre de potentialités et de personnes qui peuvent agir dans le sens de l'avenir de ce pays,
pas tellement de génération que la génération qui est venue après. Et donc je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Je n'ose pas vous demander des noms. Non, je ne veux pas le bébé avec l'eau du bain. Mais quels sont vos pronostics pour 2019? Pronostics des scrutins? Non, je ne suis pas fan de pronostic, ça va dépendre de l'évolution des choses. Si le pari peut être tenu dans les 3-4 mois à venir, en dehors du fait de tenir le pari de l'échéance de 2019, de la tenue des élections, parce que ça aussi, ce n'est pas quelque chose d'évident. Absolument, oui. Mais en dehors de ça, si le pari peut être tenu pour qu'il y ait un processus d'unification, de rapprochement des courants, des tendances de type moderniste et progressiste et démocratique, l'issue de cette échéance peut ne pas être ce qu'elle est prévisible aujourd'hui. Aujourd'hui, on risque, si on continue de cette façon, de faire le jeu d'un cavalier seul, d'une tendance, encore la tendance islamique, hein, qui a la légitimité de sa présence, je n'en discute pas, mais pas pour être hégémonique. Or, on risque d'aller dans ce sens-là. Si vous devez former un vœu pour les Tunisiens et pour la Tunisie en 2019, que diriez-vous? Que la Tunisie, ses dirigeants de tous bords, aient la sagesse de se dire qu'au point actuel, hein, du coût de la vie, de dégringolade du pouvoir d'achat, d'endettement, de la précarité et de la pauvreté qui existent n'est pas tenable et qu'on trouve les moyens de faire face à ça. Hein, c'est le vœu le plus cher. En même temps, et c'est un pari qui n'est pas facile à tenir, en même temps, de faire en sorte que les principes et les décisions concernant les libertés, les objectifs de liberté soient assurés. Mais c'est cet équilibre qu'il s'agit de trouver. Parce que à quoi sert-il, à la limite, et je vous fais l'avocat du diable, d'avoir des libertés mises en avant sur le plan formel quand il y a la situation que je viens de dire au niveau des campagnes tunisiennes, des zones déshéritées, etc. Ça ne sert à rien. Donc, vraiment, à mon sens, il faudrait que les partis politiques, les syndicalistes, j'insiste là-dessus, aient la sagesse de se dire que l'intérêt du pays suppose qu'on donne la priorité à ces objectifs-là. Meilleurs vœux, c'est Hermès, et bonnes et heureuses années. J'espère que ça va. On va continuer à tourner. Leaders.